Le docteur Jean-Emmanuel Bibaud, médecin, cancérologue, chercheur en intelligence artificielle, auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine et Cancer confidentiel, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir sur l'IA. Il a parlé d'un moment d'opportunité pour l'humanité. Ces progrès vont nous permettre de mieux vivre, mieux apprendre, mieux travailler, mieux soigner. Mieux soigner, vous partagez son point de vue. Oui, clairement, l'IA va mieux soigner, mais en réalité, elle soigne déjà mieux. Pour vous donner un exemple, en France, par exemple, 50% des traitements faits pour de la radiothérapie sont déjà préparés par une IA. Et donc, l'IA, elle est déjà là dans le quotidien, et je pense que dans les années qui viennent, elle va continuer à grandir. Vous êtes médecin cancérologue, je le rappelle. Alors comment vous utilisez-vous l'IA aujourd'hui dans votre travail au quotidien? Alors l'IA, elle est particulièrement douée, notamment pour faire de l'analyse d'images. Donc on l'a vu d'ailleurs dans le reportage au niveau des radiographies de thorax pour la tuberculose, mais elle permet aussi par exemple de dépister des cancers du sein sur des mammographies, ou alors de dépister des cancers du poumon sur des scanners du poumon. Et là, nous, on s'en sert au quotidien, notamment pour préparer les traitements de radiothérapie, ce qui nous prenait auparavant 2 à 3 heures, c'est-à-dire de dire sur le scanner l'endroit où il fallait envoyer les rayons. Maintenant, ça nous prend à peu près 2 à 3 minutes avec de l'IA. Et ce qui est important de bien savoir aussi, c'est que l'IA n'est pas utilisée toute seule. En fait, elle est utilisée comme un outil d'assistant au médecin. Et la décision finale revient toujours au médecin après. Donc elle peut vous aider, mais est-ce qu'elle peut vraiment détecter, prévenir la maladie? Alors il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'on peut faire des IA, par exemple, capables de prédire 5 ans ou 10 ans à l'avance votre risque de développer certaines maladies. Alors ça pose beaucoup de questions, notamment éthiques, parce que ça peut aussi être extrêmement anxiogène d'avoir comme cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc l'intérêt de ce genre d'IA-là, à mon avis, ne sera vraiment pertinent que si on peut modifier certains facteurs de risque pour diminuer le risque de la maladie. Si c'est juste pour avoir une prédiction sans pouvoir la modifier, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc pour l'instant, ces IA-là, elles ne sont pas utilisées vraiment en routine clinique, mais potentiellement, dans quelques années, elles vont faire leur apparition dans le paysage médical. Vous êtes l'auteur justement de 2041, l'Odyssée de la médecine, un livre qui montre comment l'IA bouleverse le milieu de la santé. En 2041, donc, dans 16 ans, quelle place occupera l'IA dans le monde? Alors je pense que l'IA dans le monde dans 16 ans prendra une place très 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 importante, évidemment en médecine, mais potentiellement dans beaucoup d'autres domaines. En médecine, je pense qu'elle va servir notamment à faire ce dont on vient de parler, un petit peu de la prévention. Elle va permettre de passer un peu d'un paradigme où on était très curatif, entre guillemets, toujours avec un train de retard par rapport à la maladie. Et on va en fait prendre de l'avance sur la maladie pour éviter tout simplement qu'elle ne se déclare. Et puis pour les malades qui malheureusement seront effectivement atteints d'une pathologie, eh bien, elle va permettre de faire des traitements beaucoup plus rapides, traiter des maladies beaucoup plus précoces et donc d'augmenter très significativement, je pense, les chances de guérison. Vous écrivez: la machine se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. Encore faut-il développer nos outils de la bonne façon. Quelle est cette bonne façon? Alors, c'est vrai qu'on a une tentation, quand on parle d'IA appliquée à la médecine, de vraiment axer les choses sur la productivité. Et en fait, je pense que c'est vraiment un piège. Il faut qu'on cherche à faire aussi et surtout de la meilleure médecine. Pas seulement voir, par exemple, plus de... C'est-à-dire de la meilleure médecine? C'est-à-dire, en fait, permettre aux médecins de faire plus d'humains et puis permettre plutôt à la machine de faire tout le côté technique. Et donc, ça va remettre paradoxalement de l'humain dans la relation, dans la consultation, puisque depuis à peu près les années 90, c'est vrai qu'on a eu de plus en plus de technicité dans la médecine, notamment depuis l'avènement de l'imagerie médicale. Et donc, je pense que l'IA, bien au contraire, ne va pas augmenter ce côté un peu impersonnel de la médecine, mais va redonner de l'humain dans la relation entre le patient et son médecin. Et dans votre livre, vous parlez aussi de la régulation de l'IA. La France et l'Union européenne souhaitent adopter un cadre mondial sur l'IA. Pourquoi est-ce nécessaire pour la protection des données? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà un cadre de protection des données qui est assez strict, qui s'appelle le RGPD en Europe. Et donc là, il y a un deuxième cadre qui est en train d'être promulgué, qui s'appelle l'AI Act. C'est important parce que, effectivement, l'IA peut être utilisée aussi pour faire certaines choses néfastes. Typiquement, par exemple, le scoring social, c'est-à-dire évaluer un score en fonction de ce que vous faites, de vos caractéristiques, et puis vous permettre ou pas de faire certaines choses en fonction de ce score-là. Ça va être interdit, typiquement par l'AI Act. Le petit risque de ces régulations-là, et ça sera, je pense, un des objets des débats qui auront lieu au Grand Palais, c'est que
Si on régule trop fort avant que l'innovation ne soit là, on risque justement de freiner l'innovation, notamment en Europe et en France. Et on voit que les acteurs en face, typiquement les États-Unis et la Chine, ont beaucoup moins ce souci de la régulation et beaucoup plus le souci de l'innovation. Donc il y a un gros risque de prendre du retard. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Mais est-ce qu'il y a aussi des dangers concernant l'IA, l'envers du décor? Alors le principal danger, ça va un peu dans la ligne de ce dont on a parlé, c'est que si vous avez par exemple un employeur ou un assureur qui peut par exemple prédire votre risque de développer une maladie, ça peut aussi être à l'origine de discrimination. Donc ce genre d'utilisation de l'IA-là va aussi être régulé par l'AI Act au niveau européen et c'est un des risques potentiels importants. D'autres risques, c'est les risques liés par exemple à l'utilisation des données et de la vie privée. Ça, c'est le RGPD plutôt qui va adresser ça. Et sur ce plan-là, je pense qu'en Europe, on est plutôt relativement bien protégé. Merci beaucoup, Dr Jean-Emmanuel Bibeau, Merci. pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment de 2041, l'Odyssée de la médecine, paru aux éditions Équateur. Merci.